Bonjour Cardassac. Bonjour Diane. Bonjour Monsieur Bonjour Cardassac. Vincent, ça va? Très bien. Alors commençons par nos questions d'actualité, notamment en France. Christiane Taubira a démissionné de son poste de ministre de la Justice. Doit-on y voir une bonne nouvelle? Certainement pas, on n'a pas gagné au change. Avec Monsieur On n'a pas du Ambroise. tout gagné au change, c'est un homme parfaitement sectaire et haineux qui concocte un projet de loi ou un décret qui exigerait que les 500 signataires exigés pour une candidature présidentielle soient officiellement connus. Alors vous imaginez les maires qui seraient tentés de donner leur signature, par exemple pour Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre politiquement incorrect, ben, il hésitera 2 fois à donner son nom, parce qu'il est fiché. Alors, on rentre en dictature, c'est pour ça que je m'énerve avec un certain nombre de gens de nos milieux, et vraiment entre guillemets, parce qu'ils le sont de moins en moins, qui se continuent à faire les imbéciles, à faire de la politique agitée et des manifs, etc. Ça ne sert à rien. On est devant une dictature et on doit agir comme si on devait tout faire pour renverser cette dictature sans se faire remarquer. Et ce n'est pas leur cas. Au contraire, on dirait qu'ils font tout pour se faire remarquer. Bon, bref, on passe à autre chose. Que pensez-vous du 3e remaniement gouvernemental de François Hollande? Rien, ça sert à rien que de donner l'impression qu'il fait quelque chose, c'est tout. Du vent. C'est l'éléphant qui accouche de la souris. Oui, pauvre éléphant. Dites pas du mal des éléphants. Question suivante. Que vous inspire la nomination de Fabius au poste de président du Conseil constitutionnel, succédant à Badinter et Debré? Ah ben, je dirais que c'est toujours les mêmes, hein, c'est la même origine. Ils sont tous juifs. Donc c'est une fois de plus, comme disait Édouard Drummond, la France juive. Et il va verrouiller encore un peu plus les lois restrictives de nos libertés, puisqu'il sera à même de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour la République, pour les valeurs de la République. En ces temps de crise, le gouvernement n'a rien d'autre à proposer qu'une réforme de l'orthographe. Qu'en pensez-vous? Écoutez, vous êtes gentil avec vos questions sur le gouvernement et les trucs du gouvernement. Mais d'abord, ça fait partie du plan de démolition de tout notre héritage. Tous les plans politiques, artistiques, jusqu'à la langue. Mais là, ça devient visible. Mais oui, mais il y a ceux qui veulent voir et ceux qui ne veulent pas voir. Et ça, c'est la majorité. Bon, on arrête là sur le gouvernement parce que ça ne sert strictement à rien. Ce 9 février, l'Assemblée nationale a voté l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Que vous inspire cette décision? Moi, je répète la même chose, ça ne sert à rien. De toute façon, pour l'histoire de la déchéance de nationalité, on n'a pas besoin d'une loi et en plus de ça, l'inscrire dans la Constitution. Pas besoin, on peut le faire. De toute façon, d'abord, il y en a beaucoup qui n'en veulent pas, parce qu'ils cherchent à garder ces individus dont on devrait se débarrasser, mais le meilleur moyen, on les prend, on les met dans un bateau et retour à la case départ, leur case départ. C'est tout, point à la ligne. Que pensez-vous de la proposition de Xavier Bertrand, président Les Républicains du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de mettre en prison les personnes manifestant contre la présence des envahisseurs à Calais? Ben, j'ai vu ça, c'est proprement scandaleux, ce qui prouve bien qu'il est ce qu'il est. Alors je rappellerai que ce monsieur Xavier Bertrand est un membre du Grand Orient de France, donc un franc-maçon de plus, que tout ça va dans le sens de museler les Français qui commencent à comprendre ce qui leur arrive et qui essayent de réagir. Donc tout est fait pour les empêcher de réagir et leur faire peur pour qu'ils restent tranquilles en se laissant progressivement écraser. C'est tout. Et toujours à propos des migrants, la sénatrice Les Républicains Fabienne Keller propose d'étudier la proposition allemande d'une taxe pour les migrants, en taxant notamment le gazole et l'essence. Alors, c'est tout de même admirable, vraiment, ces hommes politiques qui nous gouvernent, contre nous, ils prétendent faire payer aux Français les conséquences de leur politique. Je regrette beaucoup, c'est eux qui devraient payer.
Toujours à Calais maintenant, pourriez-vous revenir sur l'interpellation du général Piquemal à Calais le 6 février dernier? Ben, c'est lamentable. C'est lamentable à deux points de vue. Premier point de vue, parce que là aussi, bon, il a manifesté et le pouvoir automatiquement, comme avec Xavier Bertrand, prétend interdire que les Français puissent se révolter. Mais ce qu'il y a de doublement lamentable, c'est que ce malheureux vieil baderne, qui n'a toujours rien compris à ce qui arrive en France, ancien gaulliste, résistant, etc., il s'est déculotté. 48 heures plus tard, c'était sur, je sais plus, l'émission de Fogiel, je crois. Il s'est déculotté en disant, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Oh, mais de toute façon, il faut qu'on trouve une solution pour les migrants, etc. Et pendant cela, on laisse les migrants s'entasser à Calais. Calais est ruiné, les commerces ferment les uns après les autres parce que les gens n'osent même, les Calaisiens n'osent même plus sortir pour aller faire leurs achats. Donc ils sont prisonniers chez eux. Les transports contournent Calais pour aller ailleurs maintenant, ils vont en Belgique. Et voilà, on est en train de tuer une ville, de ruiner ses habitants, tout ça pour les beaux yeux des Anglais. Parce qu'en fait, l'histoire des migrants à Calais, ou des émigrés à Calais si vous préférez, c'est quoi? C'est que les Anglais n'en veulent pas. Et que nous, on est obligés de faire les petits gendarmes pour les beaux yeux des Anglais. Hein? Voilà. C'est nous qui subissons. Et donc, quand on en arrive, peut-être qu'on parlera tout à l'heure du Brexit, mais les Anglais tirent de l'Europe ce qui les intéresse, et pour le reste, ils nous disent « allez vous faire foutre ». Aussi clair que ça. Que pensez-vous de la nomination du philosophe Alain Finkielkraut à l'Académie française? Ce qu'on disait tout à l'heure du Conseil constitutionnel, on peut le dire de l'Académie française, on appellera bientôt l'Académie juive. Écoutez, quand on voit ce qu'il y a, à commencer par une fameuse représentante de la communauté telle Simone Veil, c'est pas mal. Une récente étude montre que près d'un tiers des naissances en France concernent des étrangers, et en Île-de-France, cela concerne 2 tiers des naissances. Que vous inspirent ces chiffres pour l'avenir de notre pays? C'est ce que je dénonce depuis des années, c'est qu'au train où vont les choses, avec les chiffres officiels que l'on nous distille à tout petit bruit, eh bien faites le calcul, dans combien d'années les Français ne seront plus majoritaires chez eux. Or, le gouvernement socialiste comme libéral, parce que les Chirac et Sarkozy ont très bien fait le travail, je voudrais tout de même rappeler que le chiffre officiel sous Sarkozy variait entre 200, 220, 230 000, et je me rappelle qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur de Sarkozy, Claude Léan, promettait pour les présidentielles 2012 de réduire le chiffre à 180 000. Alors là aussi, faites le calcul avec 180 000, dans combien d'années les Français ne seront plus chez eux? Ça va arriver vite. Que diriez-vous à propos des dernières manifestations paysannes et des promesses faites par le gouvernement? Du vent, encore une fois du vent. Alors, tout le monde se gargarise que le gouvernement a fait un geste, que les taxes vont être réduites de 7%. Mais 7%, mais ils se moquent du monde. Ils ne vont pas survivre. Comment se fait-il qu'une corporation produise à perte, s'endette année après année et ne puisse plus vivre de son travail? C'est tout de même fabuleux. Et tout est fait pour détruire la paysannerie française, l'agriculture française qui était tout de même une des richesses de la France et qui lui donnait son indépendance. Et bien là encore un pan que tous ces gens-là veulent détruire. On sera alimenté par des produits venant des États-Unis quand il y aura l'accord transatlantique, ou d'Israël aussi, parce qu'ils produisent aussi beaucoup de denrées que nous produisons. Ce sera dans le meilleur des mondes. Et alors là, une chose qui me scandalise, je l'avais déjà accroché dans un numéro de la politique il y a 4 ou 5 mois environ, c'est le président de la FNSEA, Xavier Belin, qui
tout de suite après, c'est félicité, ah, mais c'est très bien cette décision du gouvernement, ça va dans le bon sens. Alors, je voudrais tout de même rappeler que cet individu qui est président de la FNSEA est celui qui importe du Brésil à très bas coût des poulets, ce qui coule à la filière française. Et alors, c'est ce monsieur-là qui est l'intermédiaire vis-à-vis du gouvernement. Et je voudrais rajouter que ces manifestations paysannes, mais je les plains, ils sont bien braves, mais ils sont bêtes. Parce que c'est pas avec des manifs où ils perdent leur argent dans le pétrole pour leur tracteur qu'ils vont y arriver. S'ils ont quelque chose à faire, c'est aller bloquer dans les ministères les responsables de ce qui leur arrive. Et ça, ils n'oseront pas parce que ceux qui les téléguident dans les fédérations paysannes, Jean-Xavier Belin, les défoulent avec ces manifestations qui ne servent à rien. Ah si, ça sert à quelque chose. Ça sert à gêner dans leur travail les braves citoyens français qui sont bloqués sur la route parce qu'ils ne peuvent pas avancer à cause des blocages des tracteurs. Non, vraiment, je m'excuse, je vais être très vulgaire, mais je commence à en avoir un à la bolle, on est en pleine couillonnade des Français et ils ne s'en rendent pas compte, c'est malheureux. Le Front National a récemment été menacé par l'État islamique. Comment interprétez-vous cela? Alors, c'est curieux, il peut y avoir plusieurs explications. D'abord parce que le Front National, incontestablement, est un ennemi même du mondialisme. Et dans la mesure où le Daesh, l'État islamique et compagnie, quel que soit le nom qu'on lui donne, est une créature des Américains et d'Israël, on voit très bien pourquoi le Front National dérange. Voilà. Marine Le Pen a procédé le mois dernier au lancement du collectif Banlieue Patriote. Est-ce un nouveau pas de plus vers la dédiabolisation? Alors, il n'y a rien de nouveau, je dirais il n'y a rien de nouveau, parce que, rappelez-vous, son père, Le Pen, avant les présidentielles de 2007, avait fait un discours à Argenteuil, sur ce qu'on appelle la dalle d'Argenteuil. Où, alors je vous cite ça à peu près de mémoire, où il disait à propos des immigrés, vous n'êtes pas des beurs, des blacks ou de ceci ou cela, vous êtes tous des enfants de la République, tatati, tatater, aidez-nous à sauver la République française. C'est pas la France, la République française. Et là, pourquoi faisait-il cette déclaration? Et pourquoi cette initiative de sa fille maintenant? C'est que ces gens sont obsédés d'avoir le plus de voix possible. Donc, un coup, il faut reset à un clan, un coup, il faut reset à un autre clan, mais ils ne se rendent pas compte que ces resets s'annulent l'une l'autre. On ne peut pas plaire aux musulmans si on fait une politique contre l'immigration, comme par moment Le Pen l'a fait et sa fille aussi. C'est contradictoire. Il faut avoir une ligne honnête. Quand on reste honnête sur ces lignes, on attire. Sinon, au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte qu'on les trompe. C'est tout. Donc je trouve ça complètement inepte, ça sert à rien. Et c'est pas ça qui va arrêter le processus migratoire. Et que pensez-vous de la prochaine tournée internationale de Marion Maréchal Le Pen et de la réaction du CRIF qui s'oppose à sa visite en Israël? Mais c'est toujours la même chose, ils ont l'obsession de se dédiaboliser, qui vont se faire admettre dans le sérail en faisant patte blanche. C'est la même erreur que Le Pen. Le Pen a été le premier à utiliser cette stratégie. Non seulement en Israël, puisqu'un jour il y était allé en compagnie de l'ancien directeur du journal Présent, Pierre Durand, présenter deux disques à la gloire de l'histoire d'Israël. Il s'était allé, plein de déférence, présenter, se prosterner devant. Et puis un peu de temps après, il était allé à New York, devant la communauté juive de New York, dans un grand hôtel, etc. Puis vous voyez, je ne suis pas si méchant de ça. Bon, de temps en temps, je m'amuse avec le détail, mais ne vous en faites pas, c'est pas dangereux. Non, il faut arrêter. Alors vous direz, bon, vous critiquez Le Pen, sa fille et sa nièce, à juste titre, mais alors pourquoi est-ce que vous continuez à pousser à l'entrisme au Front National?
Ben, pour une raison très simple, c'est que le Front National, bon gré mal gré, représente une force aujourd'hui, une force électorale. Et que si on veut changer quelque chose à certaines de ces orientations, ce n'est pas en restant dehors, en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est en étant à l'intérieur pour faire bouger les lignes de l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Et comme vous disiez, c'est les seuls représentants. Et c'est le seul représentant, il ne reste rien d'autre. Ce ne sont pas les rigolos autour de Rivarol, de l'œuvre française ou même du PNF maintenant, qui tournent en rond, mais ils tournent absolument en rond. Ils font de la provocation qui ne sert à rien qu'à faire repérer les militants. Ça m'exaspère. Ils n'ont rien compris, je répète ce que je disais tout à l'heure, on est en dictature. Une discrétion oblige. Discrétion oblige. Un chef de parti, quel qu'il soit, a le devoir de préserver ses militants. Il faut trouver donc d'autres voies d'action. Que pouvez-vous nous dire du séminaire du Front National, justement, qui s'est déroulé il y a 2 semaines? Eh ben, ça rejoint un petit peu votre question de tout à l'heure sur cette décision de banlieue patriote, etc. Bon, ils essayent de faire du neuf. Ils ont été traumatisés par l'échec du 2e tour des présidentielles. Des régionales. Des régionales, exactement. Ils ont cru que c'était arrivé après le 1er tour, et ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire remarquer. Premièrement, s'ils ont échoué, c'est parce que le réflexe républicain a joué, maçonnique, judéo-maçonnique, puisque, en tout cas en ce qui concerne Bertrand, c'est maçonnique, juif aussi, bien entendu, puisque l'un est l'émanation de l'autre. Mais, par exemple, en ce qui concerne celui de Nice, Estrosi, il ne faut pas oublier que c'était celui qui, au moment des présidentielles 2007, avait déclaré, pour faire la pub à Sarkozy, que Sarkozy était le candidat naturel des Juifs. Donc, vous voyez, c'est tout ça, c'est tout ce magma qui ne veut absolument pas qu'un parti pourtant largement imparfait, comme le Front National, puisse leur disputer le pouvoir. Donc, c'est l'union sacrée contre le... Et ça, les gens, je dirais, à la direction du Front National, n'a pas compris. Et je dirais que Florian Philippot, qui est un bon débatteur, mais qui n'a pas d'idée politique en tête, ou mauvaise, a prêté le flanc par sa tactique de dire on sort de l'euro, etc., etc. Je ne vais pas condamner cela. Mais simplement, il faut être plus malin que l'adversaire. Il était prévisible qu'on allait faire peur aux citoyens, aux bourgeois, en leur disant qu'avec la sortie de l'euro, ils allaient être ruinés. Et ça a parfaitement fonctionné. Ces crétins, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, n'ont pas compris que, avant que l'euro et l'Europe n'existent, la France vivait, et elle vivait tout de même mieux. Hein? Elle n'était pas endettée comme aujourd'hui. Eh bien non. Leur journal, leur Figaro, leur ceci, leur cela, ou à la télé, leur ont claironné que si le Front National arrivait et allait supprimer l'euro et sortir de l'Europe, c'était la ruine, comme de bons petits soldats, bien travaillés, bien formatés. Ah bon, d'accord, on marche, on ne vote pas pour le Front National. Donc il y a eu une erreur stratégique de la part de Philippot, et au lieu de s'amuser avec les petites variations qu'ils ont faites à leur réunion, là, à leur congrès, il fallait expliquer le pourquoi de ce qu'ils avaient dit. En faisant remarquer, ce que je fais remarquer, c'est qu'avant l'Europe et l'euro, la France vivait mieux qu'aujourd'hui. Non, ils sont incapables de faire ça, je ne comprends pas. Il y a une question de médiocrité, c'est la caractéristique de notre époque, c'est la médiocrité dans tous les camps. Tous les camps. Libéraux, socialistes, communistes et le clan dit national. Plusieurs internautes s'interrogent sur l'importance de la franc-maçonnerie au sein du FN. Que leur répondez-vous? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Du temps du Front National, moi, avant que je claque la porte en 93, je savais qu'il y en avait un certain nombre, ou plutôt un nombre certain. Et il s'affichait moins, non? Parce que là, on s'est...
Ils s'affichaient moins, effectivement, mais ils ont commencé à s'afficher. Ça a commencé avec la tactique de dédiabolisation de Le Pen père. C'est lui qui a commencé. Quand Le Pen père dit « je suis le seul représentant du gaullisme », c'est pas de la dédiabolisation, ça. Alors qu'avant, il allait déposer des fleurs sur la tombe du maréchal Pétain. Non, ce sont des lavettes. Ils veulent arriver à tout point et ils font des contorsions croyant y arriver. Ils n'y arriveront pas comme ça. Alors pour en revenir à Émeric Choprade, ne trouvez-vous pas que certains milieux lui donnent beaucoup d'importance et pourquoi? Oui, vous avez raison de me reposer la question, parce que je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Pourquoi? Justement, parce que c'est un élément qui va avoir son importance pour les prochaines présidentielles. Alors, Choprade. Qui est Choprade? Je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais enfin, on peut toujours rappeler, ça ne fait jamais de mal. Choprade. Et un beau jour, je reçois le courrier d'un de mes amis et abonnés de la politique. Ça doit remonter à peut-être un an déjà, le temps passe tellement vite, qui m'a envoyé le facsimilé de l'inscription de Choprade à la Grande Loge de France. Il me dit, voilà, j'ai reçu ça, avec mission de te le transmettre. Un peu méfiant de nature, quand même. Je me dis, bon, est-ce vrai, est-ce info, etc. Et je me suis documenté sur le dénommé Choprade. Et je me suis aperçu qu'il avait tout de même un certain nombre de fréquentations, dont quelqu'un que l'on dit avoir été son maître à penser, un certain Tuard, François Tuard, je pense, franc-maçon. Donc, ceci plus cela, je me suis dit, bon, on va publier le facsimilé de cette inscription, avec les réserves d'usage, en disant, bon, si c'est faux, on attend un démenti de M. Choprade, qui n'est pas venu. Et puis, il est rentré, où il était déjà au Front National, je ne me rappelle plus, et on s'est aperçu très rapidement qu'il était fanatiquement sioniste. Encore plus que la direction du Front National, ce qui était déjà pas peu dire. Il y a eu des frictions, il y a eu cette très curieuse affaire d'Air Cocaine, vous vous rappelez de l'affaire, dans laquelle, curieusement, donc Air Cocaine, c'était une petite compagnie privée qui transportait des hommes d'affaires et politiques, puisqu'un certain Sarkozy y a participé. Et on apprend que Choprade, donc suite à l'instruction sur cette affaire d'Air Cocaine, je crois que c'était deux pilotes de Air Cocaine étaient mis en examen, emprisonnés, je ne sais plus dans quel pays, je ne me rappelle plus exactement. Et à quelque temps de là, on apprend que Choprade a fait un coup, il est allé les récupérer clandestinement pour les mettre à l'abri en France. Alors qu'est-ce que c'est que ce gangster? Parce que beaucoup d'autres termes, je connais beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à la suite de ça, Choprade a été mis à la porte du Front National. C'est quand même un point favorable pour le Front National. Il faut tout de même faire remarquer. Choprade étant hors du Front National, que fait-il? Eh bien, on apprend qu'il crée un parti qui s'appelle les Français libres. Ah tiens, les Français libres, ça vous rappelle rien, ça? La France libre de De Gaulle? Donc, là encore, une des qualités de Choprade pour le monde politique gaulliste. Et qui lui donne la parole? Un certain Henri de Lesquen, à Radio Courtoisie. Et notamment lors du carrefour de l'horloge, puisque le club de l'horloge, dont M. Henri de Lesquen du Plessis-Cassot est le président, s'est transformé en carrefour de l'horloge. Là aussi, ça fait très franc-maçon. Carrefour du développement, etc. Ça vous rappelle des choses. Donc voilà, donc ce Choprade apparaît comme un élément qui va être utilisé pour réduire, autant que faire se peut, le nombre de voix du Front National au présidentiel. Dupont-Aignan,
en fait partie. L'Hurluberlu, comme il s'appelle, de l'UPR, Asselineau, lui aussi gaulliste comme un phoque, pauvre phoque. Choprade. Donc voilà, trois individus qui peut-être à eux trois vont réussir à retirer environ 10%. Est-ce qu'on peut pas dire la même chose du PNF, qui serait susceptible de... Dans le PNF, pour l'instant, le PNF est virtuel, de ce que j'en sais, il est franchement virtuel, il n'a nullement l'intention de présenter des candidats. Bon. On verra, mais ça, de ce côté-là, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Non, il y aurait éventuellement le Parti de la France, mais le Parti de la France, lui aussi, il est crépusculaire. Non, les trois qui sont chargés, visiblement, d'enlever des voix à Marine Le Pen pour les présidentielles, c'est l'ordre alphabétique, Asselineau, Dupont-Aignan et Choprade. Ou Choprade et Dupont-Aignan. Rivarol reproche au Front National de ne pas avoir dénoncé la situation que subissent les Calaisiens. Le Front National aurait-il dû s'exprimer sur ce sujet? Alors c'est curieux, je n'ai rien entendu de particulier, mais là aussi on est tributaire de l'information. C'est étonnant. Ça, je veux que s'ils n'ont réellement rien dit, c'est condamnable. C'est condamnable. Mais je crois que Florian Philippot a fait un petit commentaire. Mais je crois que oui, mais... Donc M. de Lesquen, qui nie le complot mondialiste, reconnaît cependant l'existence d'une superclasse mondiale, comme il dit, comprenant 3 coteries, juifs, maçons et la communauté LGBT. Que pensez-vous de sa définition? Alors bon, Lesquen est un personnage très complexe, et qui visiblement, vous savez qu'il veut être candidat au présidentiel. Tiens, je l'ai oublié justement dans la liste, je l'ai oublié. Effectivement, cette position est très surprenante, surtout quand on connaît ses positions antérieures, dont sa fameuse déclaration, dont il n'ose même pas accepter la paternité. C'était dans le numéro 40 de sa lettre du Club de l'Horloge. 2 pages. Première page, sa photo. Fin de la deuxième page, sa signature. Et en première page, d'ailleurs je l'ai reproduit dans le dernier numéro de... Non, c'est pas moi, c'est Pascal Henriot. Le numéro précédent, c'était moi. Cette fois-ci, où on voyait le facsimilé de la page de son article, la première page de son article, avec sa photo, et on a fait un encart de sa déclaration, qui est là, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'acte de naissance de la nation française, ce qui est une déclaration absolument maçonnique. Alors maintenant, il vient nous dire quelques petits mots pas gentils sur la maçonnerie. Bon, très bien, mais c'est que maintenant, il lorgne du côté du public des nationaux, par exemple autour du journal Rivarol, qui est fanatiquement anti-Marine Le Pen, pour essayer de récupérer ses voix. Et donc là aussi, ils sont tous en train d'essayer, dans un sens ou dans l'autre, et dans des sens contradictoires, d'essayer de faire une risette à un clan, puis à un autre clan pour essayer pour piper leur voix. Voilà comment ces gens fonctionnent. Donc, on ne peut pas à la fois dire que la France est née en 1789 et ensuite aller taper sur les juifs et les francs-maçons, ça colle pas. Enfin, il ne tape pas vraiment sur les juifs parce qu'il dit la superclasse mondiale ne se limite pas à une identité religieuse. Vous avez raison. Exactement. Non, mais en plus de ça, c'est un esprit faux. C'est un esprit il se contredit, et je me rends compte de plus en plus que cet homme n'a aucune culture politique. Il a un espèce de vernis, et c'est pas son pseudo-club de l'horloge intellectueloïde qui lui a mis des idées en place. Non, c'est pathétique. C'est pathétique, et cet homme trompe son monde. Et vous savez comment j'appelle sa radio, Radio Courtoisie, l'opium des nationaux. Que pouvez-vous nous dire sur la rencontre historique entre le pape François Ier et le patriarche orthodoxe russe Kirill qui a eu lieu à Cuba?
Bon, en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais le problème que je constate avec le pape François, et c'est vrai de tous ses prédécesseurs depuis Vatican II, c'est qu'ils sont obsédés de recoller des factions différentes autour de l'Église catholique ou en collaboration avec l'Église catholique. Alors, la toute première, la communauté juive. Ah, ils rêveraient de faire entrer les juifs, je dirais pas dans l'Église, même pas. C'est une collaboration. C'est pas la même chose. D'où le décret Nostra Aetate, qui se met à plat ventre devant les juifs. Bon, c'est à peine si maintenant on considère qu'il y a eu un déicide. Pas arrivé par hasard. Et le Christ n'est pas mort d'un accident de métro, hein, quand même, ou de la route. Faut pas exagérer. Eh bien, c'est pourtant ça. C'est ça. Donc, on essaye de se mettre bien, on gomme les aspérités, de façon à ce qu'il y ait entente, peace and love, etc., etc. Et avec les orthodoxes, alors, moi, je n'ai aucun inconvénient. D'autant que la rupture entre catholiques et orthodoxes, c'est la faute des catholiques. Parce que Rome a laissé tomber l'Empire d'Orient, hein, l'Église d'Orient. Donc, dans cette histoire-là, autant je suis d'accord pour un rapprochement avec les orthodoxes, autant avec les autres, comme avec les protestants, puisque je crois qu'il va aller faire un petit tour en Suède pour célébrer l'anniversaire de la Réforme. C'est du délire. Mais aussi les bouddhistes et les musulmans. Et voilà, les bouddhistes, tout le monde est frère, tout le monde il est beau. Ben non, il y a une vérité. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le... Alors, oui, il y a une vérité. De toute façon, il ne peut y avoir qu'une seule vérité. S'il y en a plusieurs, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme, justement? Ça en fait partie. L'œcuménisme, tout à fait, en fait partie. Et en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le fameux noachisme que mon père a relancé parce que c'était plus ou moins oublié. J'en ai reparlé d'ailleurs dans mon livre La maçonnerie. Le noachisme, c'est quelque chose de très particulier. C'est une thèse juive, talmudique, qui prétend que, en fait, et maçonnique, qui prétend qu'en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à une religion universelle où chacun s'entend sur des petits points dénominateurs communs. Une religion mondiale. Religion mondiale, exactement. Donc voilà. Donc on n'en sort pas. Et de quelque côté qu'on regarde ce genre de problème, on retrouve toujours l'influence juive et maçonnique. Alors, une autre rencontre historique, mais qui n'a pas encore eu lieu, justement, le pape François Ier a annoncé qu'il se rendrait lundi en Suède, en octobre 2016, pour lancer les 500 ans de la réforme. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Donc, question suivante, Civitas a subi un contrôle fiscal et se dit dans le collimateur de la franc-maçonnerie. Apportez-vous votre soutien à Civitas? Alors, on l'a apporté. On l'a apporté quand il y a eu les manifestations contre les pièces de théâtre blasphématoires, Peace Christ et compagnie, la manif pour tous et compagnie, avec beaucoup de réserve, parce que je sais très bien qui est Escada, j'ai bien connu quand j'étais en Belgique, et vous m'y faites penser, j'ai eu pas plus tard qu'avant-hier un renseignement qui en dit long, que je vais soumettre à votre appréciation. Sur Monsieur Escada? Sur Civitas. Et j'ai contrôlé l'information. J'avais reçu, mais je n'avais pas eu le temps de l'observer vraiment de façon approfondie, l'annonce du prochain colloque de Civitas. Je crois que c'est le 9 mars ou un truc. 19 mars. Alors, quand vous regardez, vous pouvez aller sur vos ordinateurs, vous tapez Civitas, colloque 19 mars, à mon avis, vous le trouverez. Et en bas, en petits caractères, il y a écrit, je cite, « Le colloque est partiellement financé par le Parlement européen. » Et, alors, il se réclame d'une structure qui s'appelle...
c'est en anglais, Alliance for Peace and Freedom. Pas très catholique. Je ne vous le fais pas dire. Alors voilà comment nos milieux sont trompés. Donc, Civitas, c'est le petit Escada, subventionné par la communauté européenne. Ça fait tout de même un peu curieux. Il fallait peut-être bien qu'ils trouvent des fonds. Est-ce que vous croyez que moi, j'aurai des fonds du Parlement européen? Non, il faut être sérieux. Faut être sérieux, mais vous savez ce que je dis depuis longtemps. C'est que l'ennemi sait très bien que ce n'est pas... Non, l'ennemi a deux façons de nous affronter, pour essayer de nous détruire. L'affrontement frontal, si je puis dire, par les lois qu'il concocte pour faire évoluer la société, et aussi et surtout pour démobiliser et réduire les réactions, infiltrer les structures dites de réaction. Ben voilà. Et bien pour moi, Civitas, c'est ça. Civitas, c'est ça. Tous ces partis, petits groupuscules, etc., quand on voit qu'ils gueulent beaucoup, mais qu'ils ne font rien, qui sont même pas capables de former leurs militants, pour moi, ce sont des vols de garage. Lors d'une émission sur Radio Courtoisie avec Henri de Lesquen, la question d'un État théocratique subordonné à l'Église a été soulevée. L'État français doit-il obéir au pape? Alors, je dirais que la question est mal posée. Tout État français qui répondrait au principe du nationalisme, qui ne... Vous savez, quelle est la thèse que je défends, que j'ai prouvée dans mon livre « Le nationalisme français », et que le nationalisme reprend les principes fondamentaux de la monarchie française en suivant les principes constitutifs qui ont débuté avec Clovis. Donc, il est évident que tout régime d'inspiration nationaliste est soumis au droit divin. Ça ne veut pas dire nécessairement être soumis à une structure humaine, surtout quand elle déraille, comme l'Église aujourd'hui, et même avant, parce qu'il y a toujours eu la tentation de la part des religieux de pousser le pouvoir à marcher droit selon ses vues, selon ses intérêts. L'intérêt d'une nation et l'intérêt de l'Église, c'est pas toujours la même chose. D'où les bagarres qu'il y a eu très souvent entre les rois de France et Rome, prenez Philippe le Bel. Même Clovis. Parce qu'après tout, du temps de Clovis, quand il y a eu l'hérésie de l'arianisme, Moinarius, rien à voir avec les Ariens, qu'est-ce qui se passait? L'Église elle-même, jusqu'au sommet, était contaminée par cette hérésie. Et c'est Clovis, inspiré par l'évêque, le futur Saint-Rémy, celui qui participa à son mariage avec la princesse catholique Clotilde, qui fit que Clovis fut celui qui, en fait, sauva la chrétienté à l'époque, en éradiquant l'arianisme. Donc à chaque fois, et oui, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs ça rejoint tout à fait ce que je défends, c'est que l'Église, pour rester fidèle, a tout de même besoin, régulièrement à travers l'histoire, d'avoir un pouvoir politique qui la défend. Y compris contre elle. Y compris contre elle. Philippe le Bel avec les Templiers, ça a été quoi? L'Église ne faisait rien, se laissait faire. Il a fallu que Philippe le Bel disait « Oh, maintenant ça suffit ». D'ailleurs, lors de cette émission sur Radio Courtoisie, il y avait M. Sidos qui affirmait être opposé à la doctrine de Léon XIII. Alors là, c'est mal formulé. C'est mal formulé, c'est pas ça. Premièrement, le problème de Léon XIII est qu'il avait un secrétaire d'État qui s'appelait Rampolla. Rampolla del Tindaro, noble prince italien, qui a influencé Léon XIII dans sa politique de ralliement à la République. On allait apprendre par la suite, hélas, trop tard, que Rampolla était membre d'une maçonnerie très particulière qui s'appelle Ordo Templi Orientis, qui avait été fondée par Aleister Crowley, haut dignitaire de la maçonnerie satanique.
dont on trouve un des représentants d'aujourd'hui, membre et candidat du Front National. Christian Boucher. Christian Boucher. Donc c'est pas tellement Léon XIII qu'il faut dénoncer, c'est pourquoi Léon XIII a été trompé. Peut-être que M. Sidos n'est pas au courant de ça. Et en plus de ça, quand Léon XIII a compris, il a fait un certain nombre de déclarations, d'encycliques, pour condamner très fermement la maçonnerie. Donc, on ne peut pas juger Léon XIII uniquement sur un aspect, il faut voir aussi qu'il y a eu le deuxième volet. C'est pour ça que la réponse de Pierre Sidos est primaire. Que pensez-vous de l'affaire de la kippa à Marseille après l'agression d'un professeur d'une école talmudique? Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Oui, mais pourquoi pas, parce qu'effectivement c'est assez intéressant dans sa signification. Alors, il y a une chose tout de même qui nous a tous frappé un petit peu, je crois qu'on en avait parlé, c'est que il dit qu'il a été agressé. Il a une petite égratignure à la main. Or, le jeune, c'était un jeune de 16 ans, donc plein de vigueur physique, etc., avait quoi, une machette, hein, je crois. Une machette. Petite blessure à la main, c'est tout. Ça me fait penser à un certain nombre de pseudo-attentats dont certains juifs se sont plaints, qui se sont révélés avoir été des manipulations pour que donner au pouvoir public l'occasion de faire des lois encore plus restrictives de nos libertés. Toujours la même chose. Mais il y a un autre volet à cette histoire-là qui est très intéressante, c'est que certains juifs, en réclamant le droit de porter la kippa, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils réclament le droit de porter l'étoile juive. C'est comique. C'est comique. C'est comique. Ce que l'on a reproché à Vichy. Je dirais qu'à la limite, ils ont raison de vouloir porter leur kippa. Ils sont juifs, c'est normal. Et je ne trouve pas normal que ceux qui ne veulent pas la porter parce qu'ils ont la trouille disent non, je ne veux pas porter la kippa. Ben non, ils ne sont pas compatibles avec leur religion. Mais ce que je trouve amusant dans l'affaire, c'est que vraiment, ils réclament l'étoile juive. Alors passons à l'actualité à l'étranger. Que penser du Brexit et des négociations qui s'engagent à Bruxelles pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Bon, eh bien, il se passe ce que j'ai dit déjà depuis longtemps, c'est que à chaque fois qu'il y a du tiraillement avec la communauté européenne, les Anglais sont là pour dire on veut ça, on veut pas ça. Et à chaque fois, la communauté européenne cède et laisse aux Anglais les choses qui l'intéressent dans la communauté européenne et refuse les choses qui les dérangent. Et je reviens sur l'histoire de Calais. Calais, c'est quoi? Ben, c'est ça. On ne veut pas de vos migrants, qui sont leurs migrants aussi, puisqu'ils font partie tout de même de la communauté européenne. Donc vous les gardez chez vous, vous débrouillez avec vous. À la carte, quoi, À la carte. Les primaires américaines ont débuté officiellement le 1er février 2016. Que pouvons-nous en attendre? Il faut savoir quand même que aucun président des États-Unis, sauf peut-être Kennedy, c'est pour ça qu'il est terminé comme il a terminé, ne peut arriver que s'il a l'aval de la maçonnerie anglo-saxonne, américaine donc, et de la juiverie américaine. Tous commencent et terminent par aller faire un petit tour au B'nai B'rith, c'est-à-dire la loge réservée uniquement aux juifs. Vous savez ce que j'en ai dit déjà, si c'est uniquement réservé aux juifs, c'est que vraiment ils sont très racistes, ça on le sait. Donc voilà, alors Donald Trump amuse un petit peu la galerie, mais il est évident que quand il s'oppose à l'immigration, notamment de musulmans, ça fait plaisir aux juifs. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'on essaye de préserver son pays de l'invasion migratoire. Il n'y a pas que les musulmans, d'ailleurs, il y a les hispaniques, parce que les États-Unis vont changer complètement de tonalité. Entre les Noirs et les Hispaniques,
ce pays va... et à mon avis, tôt ou tard, les États-Unis vont imploser. Ils vont imploser d'une part à cause du problème racial, comme nous, parce que c'est la même politique. Et c'est une politique suicidaire, parce que les francs-maçons et les juifs américains qui poussent à cette politique d'invasion pour détruire la notion de race blanche, ça va leur retomber sur la gueule. C'est incroyable, vraiment. On se dit, c'est pas possible, ils font une politique qui va leur nuire à terme. Eh bien, c'est comme ça. Alors, Donald Trump, je ne sais pas si vous aviez l'occasion de me poser la question. Avec le pape, oui, il y a eu des échanges. Ah oui, il y a eu des échanges, oui, effectivement. Alors, je ne sais pas, j'en parle maintenant ou vous aviez la question Oui, allez-y, il n'y a pas de... Bon, alors, le pape qui devient, je ne sais pas, il est en train de, comme on dit vulgairement, il est en train de péter un plomb. Il s'attaque à tout, il veut faire ami avec tout le monde, mais pas avec tout le monde. La tradition, ça semble pas tellement l'inspirer, loin de là, puisqu'il élimine un certain nombre de représentants dans l'Église qui étaient favorables à la tradition. Et puis alors, ces petits gestes pour les divorcés, pour les homosexuels, on ne sait pas si c'est de la chair ou du poisson, ce qu'il veut dire réellement, mais ce qui est certain, c'est que les médias s'en servent pour donner l'impression que l'Église évolue. Donc c'est ça qui est dangereux, le condamnable. Et puis, l'histoire des migrants. Déjà à propos des migrants, ça m'énerve d'ailleurs ce terme de migrants, comme je l'ai fait remarquer, je crois, la dernière fois, le mois dernier, on nous parle des migrants, mais on oublie l'immigration continue qui nous vient d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique noire, qui rentre. Je parlais tout à l'heure de Sarkozy et de Guéant, les chiffres déjà à l'époque. Cette immigration continue. Et sur cette immigration qui continue, dont on nous masque les chiffres, c'est rajouté l'affaire des migrants venant, soi-disant, de Syrie, d'Irak, etc. Donc on a une double immigration. Et le pape vient nous dire « Ah, mais c'est pas bien, il faut les accueillir, il faut être charitable, il faut être chrétien, etc. » Bon, tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il ne serait pas préférable de les empêcher de partir de chez eux en les aidant chez eux, en réglant le problème chez eux, c'est-à-dire en réglant le problème que les Américains et Israël ont créé pour mettre le bordel au Moyen-Orient pour pouvoir contrôler les puits de pétrole du Moyen-Orient et faciliter l'expansion d'Israël au nom du Grand Israël. C'est ça qui est au fond de tout ça. Donc, de quoi se mêle ce pape de politique? Et alors, tout dernièrement, il est allé faire la leçon à Donald Trump en disant « C'est pas bien ce que vous avez dit sur les migrants, que vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas un bon chrétien. » Non, ça part. Ah bon? Et Donald Trump lui a fort bien répondu d'ailleurs, en disant « Mais qui êtes-vous? D'abord, le pape, c'est le pape de tout le monde. Et de quel droit pouvez-vous dire un tel est un bon chrétien, un tel n'est pas un bon chrétien? C'est pas à vous de juger. » Donc voilà, on a l'impression que cet homme perd la boule. Un chiffre aussi que j'ai eu des contacts très intéressants ces derniers jours à Paris. Quelqu'un qui connaît bien les affaires vaticanes m'a donné ces chiffres. Alors, bon, c'est une vieille coutume des papes. Ils font une catéchèse un jour par semaine. Donc avec le pape François, c'était mercredi. Alors, le taux de participation à cette catéchèse du mercredi par le pape François. En 2013, 45 000 personnes. C'est public, hein, évidemment. 2013, 45 000 personnes. 2014, 24 000. 2015, 12 000. C'est un chute libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, par ses lubies,
ces pulsions non raisonnées, non étudiées, commencent à faire peur. Même à des gens qui n'ont pas de formation particulière et qui ne sont pas particulièrement traditionnalistes non plus. Simplement, ils se disent, mais il y a un problème là. Alors, question suivante, à propos du conflit en Syrie. La Russie et les États-Unis semblent vouloir un cessez-le-feu. Se dirige-t-on vers la fin du conflit? Non. Non, parce que là encore, c'est l'hypocrisie américaine. Les Américains ne savent pas comment se tirer d'affaire, parce que, visiblement, au point de vue supériorité militaire, ils l'ont perdu. Le matériel russe qui a été renouvelé à toute vitesse est apparemment, techniquement, beaucoup plus performant que le matériel américain. Alors, ils ont des dizaines de porte-avions, de ceci, de cela, d'avions, et tout le tralala. Mais rappelez-vous l'affaire de la Syrie. Ça doit dater d'1 an à peu près maintenant. C'était à la suite on nous avait sorti le scandale du gaz sarin soi-disant utilisé par les troupes de Bachar el-Assad. Communauté internationale, c'est scandaleux, comment pauvre population martyrisée, il faut faire la guerre à Bachar el-Assad. Et c'était prévu pour le lendemain, quasiment, on nous le disait. Fabius, bien entendu, s'agitait. Et puis, brusquement, plus rien. Que s'était-il passé? Je crois que j'en ai déjà parlé. Je vais en reparler. Il y a eu un exercice conjoint américano-israélien en Méditerranée. Et il y a eu deux missiles d'exercice qui ont été tirés à cette occasion. Et ces 2 missiles ont été détournés par les contre-mesures russes. Le lendemain, il n'était plus question de faire la guerre à la Syrie. Alors, pourquoi cette nouvelle que vous sortez, le soi-disant accord entre la Russie et les États-Unis? C'est que les États-Unis, ne pouvant rien faire d'autre pour l'instant que de protester, ils s'en disent, on va essayer de calmer le jeu avec les Russes. Mais j'espère que Poutine ne va pas tomber dans le panneau. C'est un rusé renard. Mais voilà ce qu'il y a derrière. Il ne faut surtout pas y croire. Qu'avez-vous à dire sur les réactions internationales face à l'épidémie du virus Zika? Je me pose les mêmes questions que je me posais au sujet du virus Ebola. Bon, apparemment, c'est moins dangereux. Et il y a une information que j'ai reçue dernièrement qu'il va falloir que je contrôle, c'est qu'apparemment, c'est un virus qui est fabriqué en laboratoire aux États-Unis. Et notamment, d'après un site qui m'a été communiqué, ce laboratoire serait propriétaire d'une des branches des Rothschild. Rockefeller, non? Rothschild, Rockefeller, c'est possible. Il faut que je revoie ça parce que il y a tout et n'importe quoi sur Internet, il faut se méfier. Mais tout est possible. Alors quand vous voyez que sous prétexte de malformation de fœtus à la suite d'un chat, on commence à prôner une campagne d'avortement, vous voyez ce qu'il y a de sous-jacent. L'élimination de la population. Selon George Soros, la situation actuelle des marchés financiers rappelle la situation ayant précédé la crise de 2008. Doit-on s'en inquiéter? Tout à fait, d'autant que c'est un artisan, lui, de ce genre de choses. Parce que c'est lui qui fait toutes les... Il est derrière toutes les crises, non seulement d'agitation sociale dans différents pays. La Syrie, ça a commencé aussi comme ça. L'Ukraine, plutôt la Géorgie d'abord, l'Ukraine après. Les tentatives en Russie. Toutes ces ONG américaines, qui y a-t-il derrière? C'est Soros. Et qu'est-ce que Soros a fait? Je ne sais plus en quelle année c'était quand il a fait chuter la livre sterling, mais il s'en est mis plein les poches. Donc c'est le type qui crie au feu et qui met le feu. Le pyromane. C'est le pyromane. Pyromane incendiaire. Pyromane incendiaire. Et pour terminer, question finale, avez-vous eu la délibération concernant votre procès contre Henri de Lesquen? Alors, c'est pas mon procès contre Henri de Lesquen, c'est Henri de Lesquen qui n'a pas été content qu'on rappelle quand même
qu'il avait tripatouillé un de mes textes pour essayer de me faire condamner, ce qu'il a réussi d'ailleurs à l'époque, et qui m'a fait un procès, comme quoi, ou plutôt mon collaborateur avait utilisé un terme qui ne lui plaisait pas. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'il est capable de faire un procès. Et effectivement, ça date de mardi dernier, j'ai eu la nouvelle que le tribunal avait estimé que sa plainte n'était pas fondée. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que ce soit terminé, parce qu'il a 10 jours pour interjecter appel. Voilà les conditions du combat. Ce sera le titre de mon prochain éditorial dans la politique. Très bien. Eh bien. Voilà, merci. Merci Merci à vous deux. Mais écoutez, les questions sur le gouvernement, on ne peut pas maintenant trop, hein, parce que de toute façon, la réponse sera toujours rien. Tout quoi qu'il fasse, c'est du pipeau.